Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de mon frère disparu qui revenait me parler dans mes rêves. Je m'appelle Élise, j'ai aujourd'hui 34 ans, et pendant longtemps j'ai cru que le sommeil était le seul endroit où on pouvait vraiment se reposer. Un endroit sans bruit, sans obligation, sans ce poids qu'on traîne toute la journée sur les épaules. Je pensais que dormir, c'était disparaître un peu, se mettre entre parenthèses jusqu'au matin. Je ne savais pas encore que le sommeil pouvait aussi être une porte qui s'ouvre sur autre chose, et que parfois ceux qui passent par cette porte ne devraient pas pouvoir passer. Mon frère s'appelait Thomas, il avait 2 ans de plus que moi, et toute mon enfance, il a été la personne la plus solide que je connaissais. Pas du genre à parler beaucoup, pas du genre à se plaindre. Le genre à s'asseoir à côté de vous sans un mot quand vous aviez besoin de quelqu'un, et à rester là simplement jusqu'à ce que ça aille mieux. On avait grandi dans la même maison, dans la même chambre pendant des années avant qu'on nous sépare, et je crois que c'est de là que vient ce lien étrange qu'on avait tous les deux. Ce genre de lien qu'on ne choisit pas, qu'on ne comprend pas vraiment, mais qu'on sent, physiquement, comme une corde tendue entre deux personnes. Thomas a disparu il y a 3 ans, un vendredi de novembre ordinaire en apparence. Il était parti faire une randonnée seul dans les montagnes, comme il le faisait souvent, un besoin qu'il avait de s'isoler, de marcher jusqu'à ce que sa tête se vide. Il avait prévenu personne d'une heure de retour précise, ce n'était pas son genre de s'inquiéter des autres à ce point-là, ni de laisser les autres s'inquiéter pour lui. Le dimanche soir, comme il ne répondait toujours pas au téléphone, notre mère a appelé la gendarmerie. Les recherches ont duré des semaines. Des chiens, des hélicoptères, des battues avec des dizaines de bénévoles dans le froid. On a retrouvé son sac à dos abandonné au bord d'un sentier, à moitié enseveli sous les feuilles mortes, comme s'il l'avait posé là volontairement ou comme si quelque chose l'avait forcé à le lâcher. On n'a jamais retrouvé Thomas. Pas de corps, pas d'indice concret, rien. Juste ce sac et le silence après. Je ne vais pas vous mentir, les premiers mois, j'ai cru que j'allais devenir folle de chagrin. On dit souvent que le deuil, c'est une vague qui vous submerge puis qui se retire. Mais un deuil sans corps, sans certitude, ce n'est pas une vague. C'est une eau stagnante qui ne se retire jamais complètement. On reste dedans, en permanence, à mi-hauteur, sans jamais savoir si on doit nager ou attendre que ça sèche. J'ai fait une thérapie, j'ai pris des médicaments pendant un temps pour dormir, j'ai essayé de reprendre une vie à peu près normale, et petit à petit j'y suis arrivée, ou du moins j'ai cru y arriver. C'est environ 8 mois après sa disparition que les rêves ont commencé. Au départ, c'était des rêves ordinaires, de ce qu'on fait après avoir perdu quelqu'un. Thomas y apparaissait dans des scènes banales, à table avec nous, en train de rire à une blague qu'on n'entendait jamais vraiment, ou simplement assis dans le jardin de nos parents comme il le faisait enfant. Des rêves doux, presque réconfortants, où mon cerveau semblait vouloir me consoler en recréant des souvenirs. Je me réveillais souvent avec les larmes aux yeux, mais pas de la peur. Juste de la nostalgie, un manque profond, sourd, familier. Et puis, un soir de juillet, quelque chose a changé. Je me souviens de la date parce que c'était l'anniversaire de Thomas. J'étais allée me coucher tôt ce soir-là, épuisée par une journée à retenir mes larmes devant nos parents qui avaient organisé, malgré tout, un petit repas en son honneur, comme s'il allait pousser la porte d'un instant à l'autre. Je me suis endormie vite, d'un sommeil lourd, presque anesthésié. Dans ce rêve, je me trouvais dans notre ancienne chambre d'enfant, celle qu'on partageait avant qu'on nous sépare. Les murs étaient exactement comme dans mes souvenirs, avec ce papier peint à motif de voiture qu'on avait détesté choisir ensemble parce que Thomas voulait des motifs de dinosaures et moi des étoiles, et qu'on avait fini par un compromis affreux que nos parents avaient refusé de changer par principe. Thomas était assis sur son lit, dos à moi, en train de regarder par la fenêtre. Je me suis approchée avec cette sensation étrange qu'on a dans les rêves où le sol semble légèrement s'enfoncer sous nos pieds, comme si on marchait sur une matière entre le solide et le mou. Quand je suis arrivée près de lui, il a tourné la tête vers moi, lentement. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi, à l'intérieur, sans un bruit. Son visage était le sien, indéniablement le sien, mais il y avait dans son regard une immobilité que je ne lui avais jamais connue. Pas d'expression, pas de sourire, pas de tristesse non plus. Juste un vide poli, comme un masque qu'on aurait sculpté à partir d'un souvenir de lui, sans réussir à y remettre la vie. Il n'a pas parlé, pas avec des mots, pas avec une voix qu'on pourrait entendre distinctement comme dans la réalité. C'était plutôt une pensée qui s'est déposée dans mon esprit, comme si elle venait de moi-même, mais avec la certitude absolue que non, ça ne venait pas de moi. L'impression en moi que Thomas avait froid, qu'il avait froid depuis longtemps et que ce froid ne partait pas. Je me suis réveillée en sursaut en pleine nuit, le cœur battant à tout rompre, avec la sensation très nette, presque physique, d'avoir encore ce froid contre ma peau. J'ai mis de longues minutes à retrouver mon souffle, allongé dans le noir, à écouter les bruits normaux de mon appartement,
le frigo qui ronronnait dans la cuisine, une voiture qui passait au loin dans la rue. Je me suis dit que c'était le deuil qui rejouait des tours à mon cerveau, que l'anniversaire de Thomas avait ravivé quelque chose d'enfoui, que c'était normal, presque attendu. Mais ce rêve est revenu, encore et encore. Pas toutes les nuits, non, ça aurait été trop facile à repérer, à nommer. C'était plus insidieux que ça. Une nuit sur deux, parfois une nuit sur 5, sans logique apparente, sans lien avec ce que j'avais vécu dans la journée. Et à chaque fois, c'était la même chambre d'enfance, le même Thomas assis dos à moi, la même sensation de sol instable sous mes pieds. Mais à chaque fois, quelque chose de nouveau s'ajoutait. Un détail supplémentaire, comme si le rêve se construisait par couches, patiemment, méthodiquement. La deuxième fois, il n'était plus seulement assis de dos. Quand je m'approchais de lui, je remarquais que ses mains, posées sur ses genoux, étaient légèrement bleuies, comme frappées par un froid extrême, avec cette teinte violacée qu'on voit sur la peau des gens restés trop longtemps dans l'eau glacée. Je me souviens d'avoir eu, dans le rêve même, ce réflexe absurde de vouloir lui prendre les mains pour les réchauffer, et de sentir sous mes doigts une texture presque cireuse, sans chaleur du tout, comme du plastique froid qui aurait pris la forme d'une peau humaine. La troisième fois, la pièce elle-même avait changé. Le papier peint à motif de voiture et d'étoiles s'était partiellement décollé par endroits, révélant en dessous un mur sombre, presque noir, comme s'il y avait eu un incendie derrière longtemps auparavant, dont on n'aurait jamais réparé les dégâts. L'air dans le rêve avait une odeur, ce qui m'a beaucoup marqué parce qu'on ne sent normalement pas grand-chose dans les rêves. Du moins, moi, je ne m'en souvenais jamais avant ça. Une odeur de terre humide, mêlée à quelque chose de plus organique, de plus lourd, difficile à décrire sans grimacer rien qu'en y repensant. Je n'en parlais à personne. Pas à mes parents dont le chagrin restait à vif, à fleur de peau, prêt à se rouvrir au moindre mot mal choisi. Pas à mon compagnon de l'époque, Julien, qui commençait déjà à s'inquiéter de me voir dormir de plus en plus mal, de me lever la nuit pour boire un verre d'eau, la respiration encore hachée par ce que je venais de voir. Je me disais que si j'en parlais à voix haute, ça deviendrait réel d'une manière que je ne pourrais plus contrôler. Tant que ça restait dans ma tête, dans le silence de mes nuits, je pouvais encore me convaincre que c'était juste mon cerveau qui n'arrivait pas à faire son deuil correctement, un mécanisme malheureux, mais somme toute explicable, une simple digestion tardive et douloureuse de l'absence. Les mois ont passé. L'automne est arrivé, puis l'hiver, ramenant avec lui l'anniversaire de la disparition de Thomas, cette date maudite de novembre que toute la famille redoutait sans jamais oser le dire à voix haute. Et c'est là que les rêves ont franchi un cap que je n'avais pas vu venir, malgré tous les signes accumulés. Cette nuit-là, dans le rêve, Thomas n'était plus assis dos à moi. Il était debout, face à moi, au milieu de cette chambre dont le papier peint avait fini de se décoller entièrement, révélant des murs entièrement noirs, comme calcinés, sur lesquels dansaient des ombres que je ne parvenais pas à situer, comme si une lumière invisible projetait des silhouettes que rien, dans la pièce, n'aurait dû projeter. Son visage n'était plus figé dans ce vide poli des premières fois. Il y avait maintenant quelque chose dedans, une intention, une urgence presque, comme s'il essayait désespérément de me dire quelque chose et que la barrière entre son monde et le mien l'en empêchait. La pensée qui s'est déposée en moi cette nuit-là n'était plus juste une sensation de froid. C'était plus construit, plus articulé, presque comme une phrase entière qui se serait formée directement dans mon esprit sans passer par le son. J'ai compris avec une clarté glaçante que Thomas voulait que je vienne le retrouver, pas dans un sens abstrait, pas dans un sens réconfortant de deuil apaisé, un sens littéral. Il voulait que je sache où il était. Je me suis réveillée cette nuit-là en hurlant, un cri étouffé par l'oreiller que j'avais serré contre mon visage sans m'en rendre compte, et Julien s'est réveillé en sursaut à côté de moi, paniqué, me demandant ce qui n'allait pas. Je n'ai rien pu lui dire de cohérent sur le moment. J'ai juste pleuré, longtemps, secoué de spasmes, incapable de faire la différence entre le chagrin et une terreur pure, animale, viscérale. C'est à partir de cette nuit-là que ma vie a commencé à se déliter. Je n'osais plus m'endormir sans lumière allumée quelque part dans l'appartement, ce qui ne changeait rien puisque le phénomène se produisait dans mon sommeil, indépendamment de mon environnement réel. Je repoussais le moment du coucher, restant devant la télévision jusqu'à des heures indécentes, épuisant mon corps pour éviter que mon esprit ne divague vers cette chambre d'enfance transformée en tombeau. Mais l'épuisement finissait toujours par avoir raison de moi, et le rêve revenait, patient, comme s'il savait qu'il n'avait qu'à attendre que je craque. Les détails continuaient de s'accumuler, nuit après nuit, avec une précision qui dépassait tout ce que mon esprit aurait pu inventer seul. Du moins, c'est ce que je me disais dans les moments de lucidité qui suivaient chaque réveil. Un soir, Thomas m'a montré, dans le rêve, en tendant un bras vers la fenêtre de notre ancienne chambre, un paysage que je ne connaissais absolument pas. Des rochers gris disposés d'une manière particulière, presque comme un cercle incomplet, avec au centre une dépression dans le sol, une sorte de faille étroite entre deux blocs de pierre.
L'image était d'une netteté troublante, comme une photographie qu'on m'aurait montrée plutôt qu'un souvenir onirique flou et changeant. Je me souviens m'être réveillée ce matin-là avec le besoin irrépressible de dessiner ce paysage, comme si mon corps agissait avant même que mon esprit conscient n'ait le temps de raisonner. J'ai pris un carnet et j'ai esquissé, tant bien que mal, cette configuration de rocher, cette faille au centre. Et en regardant mon dessin quelques minutes plus tard, une sensation glaciale m'a traversée. Ça me rappelait vaguement une zone des montagnes où Thomas allait randonner, une zone rocailleuse en dehors des sentiers balisés, dont il m'avait parlé une fois, des années auparavant, en me disant qu'il aimait s'y arrêter parce que personne d'autre n'y allait jamais. J'ai passé les jours suivants dans un état second, incapable de me concentrer au travail, obsédé par l'idée que ces rêves n'étaient peut-être pas de simples projections de mon chagrin, mais quelque chose d'autre, quelque chose que je n'osais même pas nommer clairement dans ma tête. Une part de moi, rationnelle, éduquée, refusait cette idée avec véhémence. On m'avait toujours appris à faire confiance à la science, à la logique, à rejeter les explications surnaturelles comme des béquilles offertes à ceux qui n'arrivent pas à accepter la réalité brute des choses. Mais une autre part de moi, plus ancienne, plus primitive peut-être, celle qui avait grandi avec Thomas, qui avait partagé cette chambre et ce lien invisible entre jumeaux d'âme sans être jumeaux de sang, cette part-là me soufflait que quelque chose de réel se produisait, quelque chose qui échappait complètement à ma compréhension. Julien a fini par insister pour que je consulte quelqu'un. Pas seulement une psychologue pour le deuil, que je voyais déjà depuis des mois sans grand progrès sur ce point précis, mais un spécialiste du sommeil, pensant peut-être à une forme de parasomnie sévère ou à des terreurs nocturnes exacerbées par le stress post-traumatique. J'ai accepté, épuisé, prête à essayer n'importe quoi pour que ça s'arrête. Les examens n'ont rien révélé d'anormal dans mon activité cérébrale pendant le sommeil, si ce n'est des phases de sommeil paradoxales particulièrement longues et agitées. Aucune explication médicale claire à ce que je vivais, si ce n'est le stress, toujours le stress, ce mot fourre-tout qu'on utilise quand on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Entre ce moment et le tournant que je m'apprête à vous raconter, il y a eu d'autres nuits, d'autres fragments, que je garde encore aujourd'hui gravés avec une précision presque douloureuse. Je me souviens d'une nuit où je me suis retrouvée non plus dans la chambre, mais dans un couloir que je ne reconnaissais pas. Un couloir étroit aux murs de pierre humide, éclairé par une lumière sans source apparente, une lumière grise, sans chaleur, comme celle d'un jour d'hiver juste avant la neige. Thomas marchait devant moi, sans se retourner, et à chaque pas qu'il faisait, j'entendais un bruit sourd, comme un caillou qu'on aurait laissé tomber dans un puits profond, un écho qui mettait un temps anormalement long à s'éteindre. J'essayais de courir pour le rattraper, mais mes jambes semblaient enfoncées jusqu'aux genoux dans une matière invisible, et plus je m'efforçais d'avancer, plus la distance entre nous paraissait s'étirer, comme un élastique qu'on tendrait sans jamais le voir céder. Une autre fois, le rêve s'est ouvert directement sur un gros plan de ces mêmes mains bleues et cireuses que j'avais déjà aperçues, mais cette fois elles tenaient quelque chose que je ne parvenais pas à identifier tout de suite. Un morceau de tissu déchiré, sombre, maculé de terre, que je n'ai reconnu qu'au réveil, avec un frisson glacé remontant le long de ma colonne vertébrale, comme un fragment de la veste que Thomas portait le jour de sa disparition. Dans le rêve, il tendait ce morceau de tissu vers moi, sans un geste brusque, avec une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il m'offrait une preuve, un indice, quelque chose de tangible dans ce monde où tout le reste semblait flou et changeant. Il y a eu aussi cette nuit où le silence du rêve a été rompu, pour la première et unique fois, par un son extérieur à nous deux. Un bruit d'eau qui coule, continu, régulier, comme une rivière souterraine quelque part sous nos pieds. Je me souviens d'avoir baissé les yeux et d'avoir vu, à travers une fissure du sol qui n'existait pas l'instant d'avant, un reflet noir et mouvant, une eau sombre qui semblait couler sans fin dans les profondeurs de la terre. Thomas se tenait juste à côté de cette fissure et son regard passait de l'eau à moi, de moi à l'eau, avec une insistance qui n'avait besoin d'aucun mot pour se faire comprendre. Il voulait que je regarde, que je retienne cet endroit, que je grave dans ma mémoire chaque détail de ce paysage impossible. Ces fragments s'accumulaient dans mon esprit au fil des semaines comme les pièces éparpillées d'un puzzle dont je ne comprenais pas encore l'image finale. Le jour, je vaquais à mes occupations avec cette sensation permanente de vivre à côté de ma propre existence, comme si une partie de moi restait en permanence tournée vers la nuit à venir, vers ce que j'allais encore découvrir une fois endormie. Je notais tout dans mon carnet, méthodiquement, avec une rigueur presque scientifique qui contrastait violemment avec l'irrationalité totale de ce que je vivais. Je redessinais sans cesse cette configuration de rochers, essayant d'y ajouter les nouveaux éléments qui apparaissaient nuit après nuit. La fissure d'où s'écoulait cette eau noire, ce couloir de pierre humide qui semblait mener quelque part sous le sol rocailleux, ce morceau de tissu déchiré qui ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Je me souviens aussi avoir remarqué, avec une angoisse grandissante, que le froid ressenti dans ces rêves s'était mis à me suivre au-delà du sommeil.
Je me réveillais parfois avec les mains littéralement glacées, au point que Julien, en les prenant dans les siennes pour me réconforter, sursautait légèrement, comme surpris par une température qui n'avait rien à voir avec celle d'un corps endormi sous une couette. Une fois en pleine journée, alors que je préparais du café dans ma cuisine baignée de soleil, j'ai senti ce même froid remonter le long de mon avant-bras, aussi soudain et localisé qu'une main invisible se serait posée là, avant de disparaître aussi vite qu'il était venu, me laissant tremblante, la tasse encore fumante entre mes doigts glacés. Le tournant est arrivé un mois plus tard, presque exactement 1 an après le début des rêves, dans une nuit que je n'oublierai jamais tant qu'il me restera un souffle de vie. Ce soir-là, je m'étais endormie difficilement, épuisée par une nouvelle journée à fonctionner en mode automatique, à sourire poliment à des collègues qui ne savaient rien de ce que je traversais. Dans le rêve, je me suis retrouvée directement dans ce paysage rocailleux que j'avais déjà entreaperçu, sans passer par la chambre d'enfant cette fois. J'étais debout devant cette faille entre les rochers gris, sous un ciel d'un noir profond, sans étoiles, sans lune, comme si le rêve avait décidé de me priver de toute lumière naturelle. Un froid intense s'infiltrait à travers mes vêtements, un froid qui n'avait rien à voir avec les sensations habituelles des rêves, un froid qui me semblait, dans l'instant même, aussi réel que celui que je pourrais ressentir éveillé en plein hiver sans manteau. Thomas se tenait devant la faille, de dos, immobile. Et pour la première fois depuis le début de ses rêves récurrents, il s'est retourné complètement vers moi, sans hésitation, sans lenteur excessive. Son visage, cette fois, n'était plus figé dans le vide ni tendu par l'urgence. Il y avait quelque chose de terriblement humain dans son expression, quelque chose qui ressemblait avec une précision douloureuse à du soulagement. Comme si enfin, après tant de tentatives, il était parvenu à me faire venir jusqu'ici, jusqu'à cet endroit précis. La pensée qui s'est formée en moi cette nuit-là était d'une clarté absolue, sans ambiguïté possible. Thomas n'était pas perdu quelque part, errant, en attente d'être secouru au sens propre du terme. Thomas était mort depuis le début, depuis cette nuit de novembre où il n'était jamais rentré de sa randonnée, et son corps reposait là, dans cette faille entre les rochers, recouvert depuis des mois par la neige et la terre, invisible recherche qui n'avait jamais exploré cette zone hors des sentiers balisés. Il ne cherchait pas à m'attirer vers un danger, ni à me hanter par malveillance. Il cherchait simplement, désespérément, depuis l'autre côté de je ne sais quelle frontière entre la vie et la mort, à être retrouvé, à ce que sa famille sache enfin, avec certitude, ce qui lui était arrivé. À ce que le deuil suspendu, cette eau stagnante dans laquelle nous nagions tous depuis 1 an, puisse enfin se retirer. Je me suis réveillée cette fois sans hurler, sans pleurer non plus. J'étais assise dans mon lit, dans le noir, parfaitement immobile, avec une certitude glaçante qui remplaçait toute la terreur des mois précédents. Julien dormait à côté de moi, sa respiration régulière contrastant violemment avec le vacarme silencieux qui résonnait dans ma tête. Je suis restée ainsi jusqu'aux premières lueurs de l'aube, à fixer le plafond, à essayer de me convaincre que c'était impossible, que je ne pouvais pas fonder une décision aussi grave sur un rêve, aussi précis et récurrent soit-il. Mais le matin même, j'ai pris ma voiture et je suis allée voir mes parents. Je ne leur ai pas tout raconté, pas dans les moindres détails en tout cas, parce que je savais que ça les briserait d'une manière différente, plus cruelle peut-être que l'incertitude qu'ils portaient déjà. Je leur ai simplement dit que j'avais fait des rêves très précis, très récurrents, sur un endroit particulier des montagnes, une zone rocailleuse hors des sentiers, avec une configuration de rochers que je pouvais décrire dans le moindre détail. Je leur ai montré mon carnet, ce dessin que j'avais fait des mois plus tôt sans en comprendre encore le sens. Mon père, d'ordinaire si cartésien, si peu enclin à accorder du crédit à quoi que ce soit qui sorte du rationnel, m'a regardé longuement, en silence, avant de me dire qu'il connaissait effectivement un endroit qui pourrait correspondre, une zone que les équipes de recherche avaient jugée trop difficile d'accès pour être prioritaire, à l'époque, faute d'indices précis justifiant qu'on s'y attarde. Nous avons contacté la gendarmerie. J'ai bien senti dans la voix de l'officier au téléphone ce scepticisme poli qu'on réserve aux familles endeuillées qui s'accrochent parfois à des pressentiments pour tenir debout. Mais mon père a insisté, a donné les coordonnées précises que nous avions pu établir en croisant mon dessin avec sa connaissance du terrain, et une petite équipe a accepté de retourner sur place, davantage par compassion que par conviction, je crois. Ils ont retrouvé Thomas 3 jours plus tard, exactement à l'endroit que j'avais vu dans mes rêves, dans cette faille étroite entre 2 blocs de rochers gris, recouverte par des mois d'intempéries qui avaient fini par dissimuler complètement toute trace visible depuis les sentiers environnants. Les circonstances exactes de sa mort n'ont jamais pu être établies avec certitude, une chute probable dans l'obscurité, loin de tout secours possible, mais au moins, enfin, nous avions une réponse, un corps à enterrer, une tombe à visiter, un endroit précis où poser des fleurs plutôt que ce vide insupportable où on ne sait même pas vers où tourner son chagrin. Les rêves se sont arrêtés cette nuit-là, celle où nous avons appris la nouvelle.
Je ne l'ai su que plus tard, avec le recul, en réalisant que je n'avais plus jamais revu cette chambre d'enfance transformée, ni ce paysage rocailleux, ni le visage de Thomas suspendu entre deux mondes. Comme si, une fois sa présence retrouvée, une fois son corps rendu à sa famille pour qu'on puisse enfin le pleurer correctement, quelque chose s'était refermé, apaisé, comme une porte qu'on aurait enfin pu verrouiller après l'avoir laissée grande ouverte pendant un an entier. Les jours qui ont suivi la découverte ont été étranges, suspendus entre un chagrin immense, presque neuf, et un soulagement que j'avais du mal à m'autoriser à ressentir tant il me semblait indécent face à l'ampleur de la perte. Nous avons organisé les funérailles un matin de décembre, sous un ciel bas et gris qui rappelait, sans que je puisse m'empêcher d'y penser, la lumière sans source de ce couloir de pierre entreaperçu dans mes rêves. Toute la famille était présente, ainsi que des amis de Thomas que je n'avais pas revus depuis des années, tous rassemblés autour de cette tombe fraîchement creusée, ce point fixe sur la carte du monde où désormais on pourrait venir déposer des fleurs, s'asseoir un moment, parler à voix haute sans avoir l'impression de crier dans le vide. Ma mère m'a prise à part ce jour-là, loin des autres, près d'un vieux chêne qui bordait le cimetière. Elle m'a regardé longuement, avec cette expression que je ne lui connaissais pas, mélange de gratitude et d'une forme de peur respectueuse, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile en posant la question qui lui brûlait visiblement les lèvres. Elle m'a simplement demandé comment j'avais su, avec une telle précision, où chercher. Je n'ai pas su quoi lui répondre sur le moment, si ce n'est que je le savais, tout simplement, sans pouvoir expliquer davantage. Elle a hoché la tête, lentement, et n'a plus jamais reposé la question par la suite, comme si elle avait compris, elle aussi à sa manière, qu'il valait mieux ne pas chercher à tout expliquer et se contenter d'être reconnaissante que Thomas ait enfin trouvé le repos, où qu'il soit désormais. Pendant les semaines qui ont suivi les funérailles, j'ai continué à surveiller mes nuits avec une vigilance presque maladive, m'attendant à tout moment à revoir surgir cette chambre aux murs calcinés, ce paysage de rochers gris, ce regard suspendu entre deux mondes. Mais rien ne venait. Mes nuits étaient redevenues silencieuses, vides de toute présence autre que la mienne, et j'ai mis un certain temps à accepter que ce silence n'était pas un abandon, mais bien au contraire, le signe que tout ce qui avait dû se produire s'était produit, que la mission, si je peux l'appeler ainsi, était enfin terminée. Julien m'a confié bien plus tard qu'il m'avait observé pendant des mois reprendre progressivement un sommeil paisible, comme si un poids invisible avait quitté mon corps nuit après nuit, jusqu'à disparaître complètement. J'ai gardé mon carnet de l'époque, celui où j'avais consigné chaque détail, chaque fragment de rêve, chaque sensation glacée ressentie au réveil. Je le feuillette parfois, les soirs où le silence de la maison me ramène malgré moi vers cette année suspendue entre la disparition et la découverte. Et à chaque fois, je retrouve cette même impression étrange, cette certitude tranquille que ce que j'ai vécu dépasse largement ce que la science ou la raison pourraient m'expliquer un jour de manière satisfaisante. Peut-être que certaines choses ne sont simplement pas faites pour être expliquées, mais seulement vécues, portées et racontées, comme je le fais ce soir avec vous. Je ne saurais jamais expliquer rationnellement ce qui s'est passé pendant cette année-là. Je n'ai aucune certitude sur la nature exacte de ce que j'ai vécu, si c'était vraiment l'esprit de mon frère qui cherchait désespérément à communiquer avec moi depuis l'autre côté, ou si mon inconscient avait simplement assemblé, avec une précision troublante, des fragments d'informations que j'avais ignorés ou oubliés consciemment sur cet endroit qu'il aimait tant. Ce que je sais, c'est que sans ces rêves, sans cette insistance qui a fini par me pousser à agir contre toute raison, Thomas serait peut-être encore là-bas aujourd'hui, invisible, perdu, et que nous continuerions tous à nager dans cette eau stagnante du deuil sans certitude. Aujourd'hui, quand je m'endors, je fais parfois encore des rêves de Thomas. Mais ils ont retrouvé cette douceur des tout premiers mois, ces scènes banales de vie partagée, ce rire qu'on n'entend jamais vraiment mais qu'on reconnaît quand même. Plus jamais cette chambre aux murs calcinés, plus jamais ce froid qui traverse la peau jusqu'aux os. Juste mon frère, apaisé, qui semble enfin lui aussi avoir trouvé sa place dans le repos qu'il cherchait tant à obtenir. Parfois, dans ses rêves apaisés, je le vois simplement marcher dans la montagne qu'il aimait tant, sous un vrai soleil cette fois, sans faille ni rocher menaçant, comme si le paysage lui-même avait enfin accepté de lui rendre sa douceur d'origine. Je continue de me demander, certains soirs, en éteignant la lumière, ce qui aurait pu se passer si j'avais ignoré ces rêves plus longtemps, si j'avais laissé la peur l'emporter sur cette conviction irrationnelle qui m'a poussé à agir. Je ne saurai jamais la réponse. Mais je sais une chose avec certitude, parfois le sommeil n'est pas seulement un endroit où on se repose. C'est aussi parfois un endroit où quelqu'un qu'on aime peut encore, d'une manière ou d'une autre, trouver le chemin jusqu'à nous. Il m'arrive encore, certains soirs d'anniversaire ou de fête, où sa présence manque cruellement autour de la table familiale, de repenser à cette année entière passée à douter de ma propre raison, à me demander si j'étais en train de sombrer, ou si au contraire je vivais quelque chose que peu de gens ont la chance, ou la malchance, de traverser un jour.
Je n'ai jamais retrouvé cette certitude absolue qui m'habitait pendant ces mois-là, cette conviction presque animale qui me guidait sans me laisser le temps de raisonner. Mais je garde, tapis quelque part au fond de moi, la certitude plus discrète que le lien qui unissait Thomas et moi n'était pas seulement fait de souvenirs communs et de sang partagé. C'était quelque chose de plus profond, de plus tenace, capable de traverser une frontière que la plupart d'entre nous n'osent même pas imaginer. Et pour ça, malgré la douleur, malgré tout ce que cette année m'a coûté en sommeil et en tranquillité d'esprit, je ne regretterai jamais d'avoir écouté ces rêves jusqu'au bout. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire, et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.